Pendant des années, les tensions ont couvé entre Israël et l'Iran. Lorsque le Hamas a lancé son attaque terroriste contre Israël en octobre, en 2023, ces tensions latentes ont atteint leur point d'ébullition. Maintenant, elles ont explosé. Israël vient de frapper l'Iran violemment. Le monde est peut-être au bord d'une guerre qui pourrait embraser tout le Moyen-Orient. L'opération Lion Levant d'Israël vient d'anéantir le programme nucléaire iranien, ainsi que plusieurs des plus hauts responsables du pays. Le monde retient son souffle en se posant la question essentielle. Que va-t-il se passer ensuite ? Ce point sera traité ultérieurement dans la vidéo. Mais d'abord, la Warzone, ou The Warzone, faisait partie des nombreux médias à avoir publié un premier rapport sur la frappe choquante d'Israël contre l'Iran. Le 13 juin, il a cité un responsable israélien anonyme qui a simplement déclaré « L'attaque vient de commencer en Iran. Nous sommes en situation d'urgence dans tout le pays. » La déclaration semblait confirmer un précédent rapport du 13 juin par Axios, selon lequel l'armée de l'air israélienne avait mené une frappe contre l'Iran à partir du 12 juin. À ce moment-là, personne ne savait ce qu'Israël visait. Les détails commencent à affluer maintenant. The Warzone dit qu'Israël est resté silencieux, au début concernant son attaque contre l'Iran, probablement parce que la frappe était encore en cours et qu'il ne voulait rien révéler. Mais cela a changé à 20h51, heure de l'Est, lorsque les forces de défense israéliennes, ou forces de défense israéliennes, ont publié un communiqué indiquant qu'elles avaient mené ce qu'elles ont appelé une frappe préventive et précise contre les installations nucléaires iraniennes et certains des principaux responsables du pays. Il y a peu de temps, suivant la directive de l'échelon politique, les forces de défense israéliennes ont lancé une offensive préventive et précise combinée, basée sur des renseignements de haute qualité. Pour frapper le programme nucléaire iranien, et en réponse à l'agression continue du régime iranien contre Israël, indique le communiqué. Des dizaines de chasseurs de l'armée de l'air israélienne ont achevé la première phase d'une opération, incluant des frappes sur de nombreuses cibles militaires et nucléaires dans plusieurs régions d'Iran. Le communiqué de Tsahal poursuit en expliquant qu'Israël a mené cette frappe parce que le régime iranien mène une campagne de terreur directe et indirecte contre l'État d'Israël. En finançant et en dirigeant des activités terroristes par l'intermédiaire de ses mandataires à travers le Moyen-Orient, tout en progressant vers l'obtention d'une arme nucléaire, Tsahal affirme également que l'Iran s'est fixé comme objectif déclaré de détruire l'État d'Israël. Le raisonnement de Tsahal est clair. Elle affirme qu'elle devait frapper l'Iran durement maintenant pour plusieurs raisons. Tsahal suggère que l'Iran se préparait à attaquer directement Israël, et que cette frappe sert également de représailles contre le financement par l'Iran d'organisations mandataires telles que le Hamas. Et l'action la plus directe qu'Israël puisse entreprendre pour empêcher l'Iran de construire une arme nucléaire menaçant le pays. Alors, qu'est-ce qu'Israël a frappé ? L'installation nucléaire de Nantar a été l'une des premières cibles confirmées. Le compte X de Clash Report a annoncé cette nouvelle, tout en partageant une vidéo de 18 secondes qui semblait montrer de la fumée s'échappant des décombres en flammes du site. Le site fait partie du programme nucléaire iranien et est protégé par un bouclier en béton qu'Israel Times décrit comme ayant environ 7,50 m d'épaisseur. Les informations publiques sur ce site remontent à 2002 et l'on sait qu'il contient des centrifugeuses enfouies jusqu'à 50 mètres sous terre. Tout cela en fait une cible évidente pour Israël si les forces de défense israéliennes veulent neutraliser les capacités nucléaires naissantes de l'Iran. Mais Natanz était loin d'être le seul site qu'Israël a frappé lors de l'opération Ligne Montante. À 21h30, The War Zone rapportait également des frappes contre la ville de Piranchar. Les frappes sur Natanz, une installation nucléaire, étaient différentes des précédentes. Piranchar est une ville située dans l'Azerbaïdjan occidental, près de la frontière irakienne. Le compte X de Thomas Van Linger a partagé une première photo qui semblait montrer de la fumée s'élevant d'un bâtiment qu'Israël avait frappé lors de son raid aérien. Une publication ultérieure du même compte était accompagnée d'une vidéo censée montrer de nombreuses explosions secondaires sur un site ciblé dans la ville. Banlinga a supposé qu'Israël avait peut-être frappé Piranchar parce qu'elle abritait un dépôt de munitions iranien. Une autre cible neutralisée. D'autres rapports nous indiquent que la capitale iranienne, Téhéran, n'a pas échappé à la colère de Tsahal. Le compte X Open Source Intelligence Defender rapporte que des opérations de recherche et de sauvetage sont déjà en cours à plusieurs endroits à Téhéran, ce qui suggère qu'Israël a frappé durement la capitale iranienne. Il partage des images d'un bâtiment non identifié dans la ville, qui est examiné par une équipe de secouristes. The War Zone rapporte également que la presse d'État iranienne indique qu'un incendie fait rage, soit près, soit au siège de Téhéran,
du corps des gardiens de la révolution islamique, ou corps des gardiens de la révolution islamique. Ces frappes initiales contre Téhéran ne semblent être que le début. Open Source Intelligence défendait à partager des images dans les premières heures du 13 juin, suggérant qu'Israël avait lancé une seconde vague de frappes contre la ville, à laquelle l'Iran a répondu par une activité de défense aérienne. Le tableau dévastateur qu'Israël a dressé avec Lyon-Levant devient de plus en plus clair. Oui, il s'agissait d'une opération précise en termes de cibles frappées par Israël, mais pas d'une opération où Israël s'est concentré sur un seul site. Israël a frappé plusieurs sites en Iran, tous à quelques minutes ou quelques heures d'intervalle, dans une série coordonnée de frappes aériennes visant à détruire certaines des principales installations nucléaires et militaires du pays. Les nouvelles empirent pour l'Iran. Des suggestions indiquent que l'attaque a été possible en raison du déploiement de troupes israéliennes en Iran et de la défaillance des défenses aériennes iraniennes. Le compte Status 6X semble confirmer qu'Israël avait des agents opérant à l'intérieur, citant un responsable israélien anonyme qui aurait déclaré « Parallèlement à des frappes étendues de l'armée de l'air israélienne, le Mossad a mené une série d'opérations secrètes de contre-terrorisme en plein cœur de l'Iran. Ces opérations visaient à endommager l'arsenal stratégique de missiles de l'Iran et ses capacités de défense aérienne. Cela indique que l'opération Lion-Levé était une frappe aérienne inhabituelle. Israël devait la planifier depuis des semaines, voire des mois, s'il a réussi à infiltrer des agents du Mossad en Iran avant l'attaque. La présence de ces agents montre aussi pourquoi Israël a pu causer autant de dégâts, alors que l'Iran semblait incapable de réagir. Le responsable suggère que des agents du Mossad ont mené des opérations de sabotage pour neutraliser les défenses aériennes de l'Iran dans des endroits stratégiques, créant ainsi la brèche dont les forces de défense israéliennes avaient besoin pour lancer des missiles et des bombes sur plusieurs cibles iraniennes clés. Et par cible, ce mot ne désigne pas seulement une installation nucléaire, un dépôt de munitions et quelques bâtiments à Téhéran. Israël visait aussi des personnes. The Warzone rapporte que les frappes sur Téhéran, en particulier, visaient des membres clés du personnel au sein de l'armée iranienne. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, aurait été tué lors des frappes israéliennes. Le New York Times a confirmé ce rapport. Israël a réussi à éliminer l'homme qui est le deuxième plus haut commandant des forces armées iraniennes, après le guide suprême du pays, l'ayatollah Ali Khamenei. Et Bagheri n'était que le début. Selon le New York Times, les frappes israéliennes ont tué le général Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution iranien. Cela expliquerait potentiellement l'incendie au siège des gardiens de la révolution. Israël aurait ciblé ce bâtiment pour éliminer Salami et deux figures clés de l'armée iranienne. Le général Gholam Ali Rachid, qui était le commandant en second des forces armées iraniennes, a également été tué lors des frappes. En dehors du personnel militaire, Israël a également visé certains des scientifiques nucléaires les plus importants d'Iran. Mohamed Mehdi Taranchi, qui était physicien théoricien et président de l'université islamique Azad à Téhéran, est maintenant décédé. De même pour Faryadoun Abbasi, ex-chef de l'organisation de l'énergie atomique d'Iran. L'autre rapport indique qu'Israël a ciblé Ali Shamkhani lors de ses frappes, provoquant un affrontement. Il dirigeait le programme nucléaire iranien et était un proche conseiller de Khamenei. Pendant un moment, le sort de Shamkhani était incertain, malgré les informations selon lesquelles sa résidence avait été touchée. TWC a même rapporté que Shamkhani était toujours en vie. Cependant, Cable News Network a été parmi les premiers à confirmer qu'il était également décédé. Il y avait un point positif pour l'Iran. Bien qu'Israël ait détruit certaines des mines militaires et nucléaires les plus importantes du pays, il n'a pas réussi à tuer Ali Khamenei lui-même. Il essaie confirmer qu'il est toujours en vie, probablement intentionnellement. Éliminer des officiers militaires et physiciens nucléaires est une chose. Tuer le dirigeant d'un pays sur son propre sol équivaut à une véritable déclaration de guerre et obligerait l'Iran à une réponse drastique. Nous en reparlerons plus tard. Ce qui se déroule ici semble être une stratégie claire de décapitation qui a accompagné les attaques d'Israël contre certaines des principales installations nucléaires et bases militaires de l'Iran. En l'espace de 24 heures, au moins 6 des plus importants responsables militaires et nucléaires de l'Iran sont morts. L'idée étant que leur perte créera le chaos au sein des structures des organisations qu'ils dirigeaient. Khamenei vient de perdre certains de ses conseillers les plus fiables. L'Iran a perdu certaines de ses plus brillantes intelligences, mettant brusquement un coup d'arrêt à son programme nucléaire. C'est énorme, et cela amène à la question évidente. Pourquoi Israël a-t-il fait cela ? La réponse a déjà été donnée.
Tsahal a expliqué avoir mené une frappe préventive. Cela est dû à la guerre par procuration menée par l'Iran contre Israël et à son refus catégorique de mettre fin à son programme nucléaire militaire. C'est le second de ces deux problèmes qui semble être le plus important, du moins dans l'esprit collectif de Tsahal. Du moins, c'est l'impression donnée par un communiqué de Tsahal publié sur X à la suite des frappes initiales. Des renseignements récents montrent que l'Iran approche du point de non-retour dans sa course à l'arme nucléaire. Le communiqué indique: le régime produit des milliers de kilogrammes d'uranium, enrichi dans des installations d'enrichissement décentralisées et fortifiées, situées dans des sites souterrains protégés. Ce programme s'est considérablement accéléré ces derniers mois, rapprochant nettement le régime de l'obtention d'une arme nucléaire. C'est une chose qu'Israël ne pouvait laisser l'Iran faire. L'Iran doté de l'arme nucléaire devient un pays bien plus capable de menacer Israël et d'imposer sa volonté sur la géopolitique du Moyen-Orient. L'État d'Israël n'a plus eu d'autre choix. Le communiqué de Tsahal conclut: Tsahal a l'obligation d'agir pour défendre les civils israéliens et continuera à le faire. Alors que les commentateurs ne manqueront pas de débattre dans les prochains jours de l'urgence réelle de la frappe israélienne contre l'Iran, il est indéniable qu'il est de plus en plus évident que l'Iran se rapproche de la fabrication d'une arme nucléaire. En mars, Iran Watch a publié un calendrier dans lequel il estimait le temps qu'il faudrait à l'Iran pour fabriquer une arme nucléaire. Il souligne que l'Iran ne possède pas encore d'uranium de qualité militaire, c'est-à-dire de l'uranium enrichi à 90% ou plus. L'Iran se rapproche de l'enrichissement de l'isotope U-235 à 90% qu'il pourrait commencer à tout moment s'il le souhaite. Iran Watch indique que l'Iran possède jusqu'à 593 livres d'uranium enrichi à 60% de l'isotope U-235. Cela suffit pour fabriquer de 5 à 8 armes nucléaires. L'Iran pourrait atteindre le seuil des 90% avec ce stock en environ 2 semaines s'il décidait de se lancer pleinement dans la production d'une arme nucléaire. Le Conseil des Relations étrangères a également publié un article le 12 juin qui explorait les capacités nucléaires de l'Iran. Il confirme que l'Iran ne possède pas encore d'armes nucléaires, mais il ajoute aussi que, selon les analystes occidentaux, le pays a les connaissances et l'infrastructure pour produire rapidement une arme nucléaire si ses dirigeants le décident. L'implication ici est qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que l'Iran ne construise une ogive nucléaire. La seule chose qui semblait l'en empêcher était de savoir à quel point une telle action provoquerait un tollé international. Alors, l'Iran laissera-t-il le tollé l'empêcher d'agir après l'opération Lion-Levant ? Seul le temps nous le dira. Israël a peut-être aussi été poussé à agir par une décision prise par l'Iran en juin, 13 heures avant l'attaque israélienne. Le 30 et d'un mai, l'organisme de surveillance nucléaire de l'Organisation des Nations Unies a rapporté que l'Iran avait accumulé environ 900 livres d'uranium enrichi à 60%. Cela représentait une hausse de 294,9 depuis la dernière visite de l'organisme de surveillance dans le pays en février. Et cela montre que l'Iran n'avait aucune intention de se conformer à l'une des règles de l'Agence internationale de l'énergie atomique, basée à Vienne, qui sont censées limiter l'enrichissement d'uranium du pays. L'Organisation des Nations Unies a censuré l'Iran pour cette violation. Le 13 juin, l'Iran a annoncé son intention de construire un 3e site d'enrichissement d'uranium en réponse. Quelques heures plus tard, les bombes israéliennes ont commencé à tomber sur l'Iran. À ce stade, il semble qu'Israël soit sincère en déclarant avoir attaqué l'Iran à cause de la menace nucléaire que ce pays représente. De nombreuses organisations appuient à cette affirmation et mettent en garde contre les activités d'enrichissement d'uranium de l'Iran. L'Iran n'a pas aidé sa cause en défiant aussi ouvertement l'Organisation des Nations Unies avec l'annonce d'un nouveau centre d'enrichissement. Israël considère ce qu'il a fait du 12 juin au 13 juin comme une nécessité pour éliminer le programme nucléaire iranien avant que l'Iran ne puisse franchir l'étape finale d'enrichir son uranium à 90% nécessaire pour fabriquer une ogive nucléaire. Tout cela mène à la question évidente. Que va-t-il se passer ensuite ? Du point de vue d'Israël, ce qui s'est passé le 13 juin n'est que le début. C'est selon le chef d'état-major général du pays, Eyal Zamir, qui, selon The War Zone, a déclaré « Citoyens d'Israël, ce sont des jours décisifs. Nous entamons une nouvelle phase de l'opération pour assurer notre avenir. » Samir a ajouté qu'Israël préparait l'opération ligne montante depuis longtemps. Et il a appelé le peuple d'Israël à soutenir les troupes du pays alors que l'opération entre dans sa prochaine phase. Contrairement au passé, nous faisons face à un ennemi en tant que nation et puissance régionale, avec une armée sans pareille.
Au-delà de la technologie, des moyens opérationnels et des méthodes, nous possédons un autre élément unique, l'esprit sioniste et juif qui bat en nous. Il est certain qu'Israël n'en a pas encore fini. Et selon le compte X de Rajib Soilu, la chaîne 12 d'Israël a confirmé que les attaques militaires israéliennes vont se poursuivre pendant encore 2 semaines. Reste à voir si ces frappes seront aussi intenses que celles déjà observées. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas un cas isolé. Dans les jours à venir, Israël devrait attaquer l'Iran plusieurs fois. Face à tout cela, l'Iran ne reste évidemment pas inactif. Selon le Jérusalem Post, un responsable iranien anonyme a déclaré que la réponse à l'attaque israélienne serait sévère et décisive, tout en ajoutant que la riposte de l'Iran à cette frappe était discutée au plus haut niveau. Cette réponse semble être arrivée vers 1h15 du matin, heure de l'Est. L'agence de presse Agence France Presse a rapporté sur X que l'Iran a lancé environ 100 drones en direction d'Israël. Le même média indique qu'Israël travaillait à intercepter ces drones, et The War Zone ajoute qu'Israël le fait seul. Par le passé, les États-Unis et d'autres forces alliées ont collaboré avec Israël pour neutraliser les drones entrants, mais pas cette fois-ci. Cela nous amène à la réaction des États-Unis face à l'opération ligne montante menée par Israël. Il serait facile de supposer que les États-Unis ont pu aider Israël à mener sa série de frappes aériennes. Après tout, ce n'est qu'en avril dernier que Reuters a rapporté que Donald Trump avait dit à l'Iran qu'il y aurait un enfer à payer s'il n'abandonnait pas son programme nucléaire et ne commençait pas à négocier avec les États-Unis. Ces menaces sont survenues au milieu d'une vaste campagne de bombardements américains contre les Houthis au Yémen, qui visait à décapiter l'un des plus importants proxys iraniens opérant au Moyen-Orient. Toutefois, cette hypothèse serait fausse. Les États-Unis nient toute implication dans l'opération ligne montante. Le secrétaire d'État Marco Rubio s'est déjà exprimé pour tenter de dissocier les États-Unis du dernier acte d'Israël. Nous ne sommes pas impliqués dans les frappes contre l'Iran et notre priorité absolue est de protéger les forces américaines dans la région, a déclaré Rubio. Je suis clair, l'Iran ne doit pas cibler les intérêts ou le personnel américain. Bien que la déclaration ait été formulée comme un avertissement, il est clair que les États-Unis essaient de montrer à l'Iran qu'ils ont agi dans son dos pour aider Israël alors que les négociations nucléaires sont en cours. Cela signifie qu'il n'est également pas clair si, et dans quelle mesure, les États-Unis étaient au courant de Rising Line avant que cela ne se produise. Selon la British Broadcasting Corporation, Israël a informé les États-Unis que la frappe était nécessaire pour la défense d'Israël. On ne sait pas si ce conseil a été donné avant ou après le début de Rising Lion. Le président américain Donald Trump sera probablement insatisfait. Quelques heures avant qu'Israël ne frappe l'Iran, la British Broadcasting Corporation affirme que Trump a averti que toute opération militaire menée contre l'Iran maintenant compromettrait les tentatives des États-Unis de négocier un accord nucléaire. Trump a déclaré qu'il ne veut pas que il intervienne tant qu'il pense qu'un accord est possible. Cependant, il a laissé entendre qu'une frappe israélienne était imminente et que quelque chose pourrait bien se produire. Cela suggère que les États-Unis avaient une idée des plans d'Israël. Mais avec cette tendance haussière bien entamée, les États-Unis semblent réticents à s'impliquer. C'est probablement pour cela qu'ils n'ont pas aidé Israël à repousser les plus de 100 drones de l'Iran. Agir ainsi aurait pu être perçu par l'Iran comme une approbation de la frappe d'Israël, contredisant les objectifs américains dans le pays. Selon The Guardian, Rising Line révèle que Trump est incapable de retenir le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il affirme que Rising Line a presque certainement saboté les efforts de Trump pour négocier un accord avec l'Iran qui empêcherait le pays de chercher à obtenir une arme nucléaire. The Guardian suggère également que l'attaque d'Israël forcera une riposte iranienne, ce qui s'est produit, et pourrait évoluer en une guerre plus vaste entre Israël et l'Iran. Trump ne veut pas cela, mais à ce stade, il pourrait être impuissant à l'empêcher. Et c'est dans cet état de limbo géopolitique que tout le Moyen-Orient se trouve en ce moment. Israël et l'Iran ne sont pas en guerre officielle. Pourtant, Israël a fait de nombreuses déclarations sur la façon dont l'escalade va se poursuivre dans les prochains jours, ce qui signifie qu'il est probable qu'il cible davantage de sites nucléaires et des responsables iraniens clés. L'Iran a riposté avec une attaque de drones. Les deux pays sont au bord du gouffre de la guerre, mais aucun n'a encore basculé de ce côté. Cependant, la situation évolue, avec des frappes contre l'Iran en cours et des tensions plus élevées que jamais. Une déclaration officielle de guerre pourrait être annoncée prochainement. Si cela se produit, le Moyen-Orient changera à jamais. Et les États-Unis, ainsi que les autres alliés d'Israël, devront faire des choix difficiles concernant leur soutien à Israël face à ce qui pourrait arriver. En réalité,
Les signes précurseurs de Lion ascendant étaient déjà là. Quelques heures seulement avant qu'Israël n'attaque l'Iran, nous avons publié une vidéo examinant la montée des tensions entre les deux nations qui nous ont menés jusqu'à ce point. Regardez cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui a conduit à Lion ascendant. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des informations actualisées sur les derniers développements de ce qui pourrait bientôt devenir une guerre entre l'Iran et Israël.